Get Busy, saison 2, épisode 3, l'épisode de l'œil du tigre. Bon, vu le budget qu'on a, ça va être un œil du tigre avec que des polis, mais bon, on va le faire quand même. À commencer par celui qui préside, celui qui dirige, celui qui est à la fois le grand stratégaire Golem 13 et Monsieur Drummond. Cher, comment ça va, Cher? Le mec le plus gris du hip-hop, ça veut dire. Je te le garde pour après. Bonjour. Ça va? Bonjour, Miguel. Un jour, il a croisé son reflet dans une glace. Il a fait un combat de regard pendant 8 heures avec lui-même. Il en est sorti vainqueur. Eros? Ça va, Eros? Ça va, tranquillement. Ça va. Et puis un invité qu'on ne devrait pas présenter, mais on va présenter quand même, parce que quand Cher m'a dit qu'on allait recevoir Cut Killer dans Get Busy, j'étais hyper content. J'ai aussitôt ressorti mon Walkman et je me suis replongé dans les œuvres complètes de notre invité, et franchement, j'ai trouvé des trésors oubliés. Car oui, quand on parle de notre invité, on pense à IZB, canal historique, mais aussi et surtout à tous ces titres de folie disséminés sur ces mixtapes légendaires qui ont fait sa renommée. On pense à Cash Money et Dynasty ont niqué ma vie, son tout premier titre. On pense à un hommage à cette science du scratch portée au randar sous l'étiquette WH Crew avec Dynasty, Abdel, LBR et Crazy B, ou en solo pour Ideal J, Assassin ou Akhenaton. On pense à J'arrive dans la place Fiston, un gros titre à la prod énorme, l'histoire de son label WH, un pussycut furieux où l'on retrouve Fab, Doudou Masta et surtout le 113. On pense à On a stické ta rue, qui revient sur les aventures street marketing, un autre aspect du WH. On pense aussi à ce titre très personnel qui est Le bruit du crossfader, un titre émouvant écrit par ses deux frères dont il perturbait le sommeil avec ses entraînements nocturnes. On pense aussi à J'ai fait la bagarre avec Joey Star et la suite, Darling, faisons un sound system ce soir. On pense aussi à On pense aussi à Hallucination auditive et son refrain Boum, boum, assassin de la police. Ce titre n'existe pas. Je répète, ce titre n'existe pas. Si, excuse-moi, je te coupe tout de suite, mais à cause de ça, il y a des gens qui croient que Squad, c'est KRS-One. Et lui-même le croit, je crois. On va y arriver. Et enfin, on pense surtout à tous ces groupes qui sont passés chez lui. On pense à son show radio qu'il anime. On pense aux compilations Hip Hop Soul Party, aux compilations Cut Killer Show, à l'anthologie Coopération Freestyle. Et évidemment, on pense à East, car notre invité est un monument du hip-hop français qui, avec le succès de ses mixtapes, a relancé à lui seul l'industrie du stylo bille. Alors mettez le lecteur sur la position chrome. Cut Killer est l'invité de Get Busy. Bonjour, et j'applaudis, hein. Franchement. Ça m'a fait plaisir. Waouh, il m'a fait une présentation. Juste avant de passer la parole à Cher, je voudrais juste savoir qu'est-ce que ça changeait fondamentalement sur un Walkman quand tu mettais la position chrome pour écouter une cassette. Oh, une grande différence. Le normal, déjà, c'était pour les pauvres. Nous, on était riches dans le sens où de rajouter 1 franc, c'était pas grand-chose, mais le son était plus clair. Et, ouais, les caisses claires, enfin, c'était plus clair, en fait. Tu mettais le normal, il y avait trop de basses et c'était pas audible de chrome, c'était genre le 2.0 de la cassette. Alors en fait, il a fait une bonne présentation, mais je crois qu'il a oublié le principal. Ouais, c'est quoi? Parce qu'à la base, Cut Killer, c'était ça. Bébé, laisse-moi parler de la femme, intéressée pour de l'argent ou de la classe, trop perdre la tête pour des garces qui ne valent Un amour. non, ce n'est vraiment le mot, c'est que tu m'as la facile. Moi, je suis du style rétro. La preuve, 20h, elles viennent pour un dîner en fête. Les amis partent minuit, donc je ferme la lumière. Alors, je sors mon machin. Mais t'es en désordre. Comment ça, c'est pas ton groupe? Comment ça, c'est mon pas ton groupe à la C'était ton base. premier groupe. Non. Oui, si. Que sont-ils devenus? Tu vois, tu montres ça. C'est Jean-Jacques Huette, un producteur qui avait produit d'ailleurs le premier Ideal J, Ideal Junior exactement. Et j'étais timide et sans complexe DJ. Je faisais des trucs avec Solar, je faisais des trucs à droite à gauche. Et puis ils me disent, ouais, tiens, tu peux pas faire des scratchs juste. Et mon meilleur pote Sofiane, qui est le producteur, donc l'architecte musical de ce groupe, me dit, bah vas-y, viens, on fait des trucs avec eux. Bon, pas de souci, ça va pas prendre beaucoup de place. Sauf que bon, ils sortent ce titre, Tu rimes avec mon cœur, genre en mode ghetto dégueulasse. Beau clip quand même. Et le producteur est voilà, en mode désordre. Et ouais, on y va, on fait une tournée. Mais on fait une tournée genre en camionnette, genre en mode désordre. Donc, je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas, donc ton premier groupe, Original M6. Original M6, ouais, j'étais DJ du groupe, c'est pas l'investigateur. Et j'ai mis Timide sans complexe, j'ai mis Steuy aussi sur les tracks. Mais voilà quoi. Mais bon, pour toi, effectivement, ouais, c'est mon premier groupe, si tu veux. En tout cas, tu situes ton premier traumatisme avec Dynasty et Cash Money. Oui, Dynasty, parce que moi, je grandis en mode un peu ghetto d'une certaine manière. J'habite pas en banlieue, j'habite en plein centre de Paris, qui est un autre ghetto, ce qui est la rue Saint-Denis, en sentier, mais avec les putes et les toxicos. Mais bon, de là, on fait une rencontre assez improbable dans la rue avec un gars qui s'appelle Jean-Marie. Jean-Marie, c'est le leader des Gopé, qui est un des leaders de IZB, Incredible Zulu Boy, qui est en fait des crews de
Paris, genre comme on regardait les C-Ticket, les PC Beat, chacun avec son groupe. Nous, moi, j'avais pas d'équipe vraiment. J'étais avec un pote qui kiffait le hip-hop, mais donc on voit dans la rue un mec qui m'interpelle et qui me dit « Hey, t'as des lacets jaunes, genre en mode hip-hop et tout. Moi, je fais signer un livre d'or. » Et il me dit, tu fais partie de quel groupe? Je fais aucun. Tu veux faire partie d'IZB? Parce que IZB, en fait, ils recrutaient. C'était, je crois, le groupe, Cher, si tu me confirmes. Qui avait le plus grand effectif. Ouais, je pense qu'en général, dans un groupe, tu es quoi, 10, 15, 20 au max. Je pense qu'à IZB, on était 160. Donc c'était improbable. Jusqu'à ce jour, je crois que j'en connais pas les 3/4. Bah ouais, c'est vrai, c'était improbable. Après, on avait un noyau de 25 en vrai. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et Dynasty, je l'écoute avec Radio Nova. Et Radio Nova, j'écoute d'abord Radio 7 et RDH, entre autres. Et j'étais omnubilé par la technique de Dynasty, parce que c'était le DJ à l'époque qui a intronisé pour nous cette musique-là de la manière de DJ, quoi. Et du coup, j'ai fait, ouais, c'est charmé. Et après, par la suite, effectivement, Cash Money arrive quand il gagne le championnat du monde de DMC, qui est le Disco Mix Club, qui est un championnat du monde de DJ technique, parce qu'il y avait des championnats du monde ou de France, de DJ généraliste, entre parenthèses, où c'était de prendre le micro, d'envoyer, d'être maquillé, d'être genre brimé en mode désordre, faire le con, en fait. Alors que le championnat du monde de DJ technique, c'était celui de DMC. Et je vois Cash Money, qui est un gars de Philadelphie, qui a révolutionné d'une certaine manière à un moment le DJing et qui a gagné le championnat et qui vient faire une apparition au Globo à Paris. Et là, j'ai fait, voilà, dinguerie, je vais faire ça direct. Je sais que le truc qui a marqué tous les DJ à Cash Money, c'est le maxi qu'il avait sorti où il scratchait sur Trouble Funk. Ouais, exactement. Ça s'appelle Scratch to the Funk, qui a été la bible de tous les DJ pendant au moins 5 ans, quoi, Exactement. minimum. Ouais, de fou. Voilà. Et donc tu parlais de RDH à l'époque où Dynasty était sur RDH, et il s'appelait Speedy Dan One à l'époque. Et toi, t'es quand même le mec le plus important dans le hip-hop, puisque tu t'appelais Kool Herc. Oui, parce que quand j'ai commencé, en fait, il fallait avoir un blaze, il fallait avoir un nom, un surnom, pardon, parce que chacun avait un surnom. Et moi, j'étais en mode genre, bon, bah, je cherchais un surnom. Et j'avais entendu le nom de Kool Herc, qui était H-E-R-C, et qui était un DJ. Mais à l'époque, je captais pas vraiment que c'était un DJ. Bon. Wow. Et du coup, j'ai dit, bah tiens, je vais m'appeler comme ça, mais à l'envers. Je mets E-A-R-K. Mais tu sais que s'il y a un jour un copy rap qui sort, comme ils font copy comique, tu vas te faire épingler pour ça. Hein. Mec, vont ressortir les dossiers. Mec, j'ai fait. Je crois que je commençais à taguer, mais en fait, je taguais, mais j'en avais rien à foutre. Sauf qu'un jour, je défonce une camionnette, genre vénère avec des potes, et je vais au Globo le vendredi soir, et là, j'entends Dynasty vénère de ouf. Il dit ouais, tout, il y a des connards qui m'ont niqué mon camion. Et moi, j'étais comme ça, c'était la fin de la soirée. Je fais ah putain, ces enculés. Et moi, j'étais fan, je fais merde, c'est nous, putain, fait chier. Waouh, on était en désordre. Donc, du coup, après, j'ai arrêté de tailler parce que c'est pas mon intérêt en fait. Il l'a su combien de temps après que c'était toi qui avais retourné sa Là, camionnette? je viens de le déclarer. D'accord, ok. De base, tout seul. Je sais pas, tu crois que j'ai Ça vient de là, toutes les histoires. Je te jure. D'accord. Tu parlais du DMC, tu y as participé, toi? Ouais. Bah, d'ailleurs, on revient avec Dynasty. Dynasty fait une espèce d'open mic, open DJ à Châtillon. Moi, je me mets en mode de DJ, genre fin 88. Et il faut acheter des platines. Donc, je suis encore au collège, lycée. Je suis en mode... pas d'oseille en famille, on essaie de faire, on se débrouille quoi. Et du coup, je fais des petits boulots à droite à gauche, livreur de pizza, serveur, la plonge, manute, et j'essaie d'acheter des platines. C'est 3500 francs à l'époque. Donc j'arrive à acheter une première platine. À l'époque, une table de mixage, ça coûtait aux alentours de 1000 francs, enfin la moins chère. Mais c'était un paquebot, mais bon, c'est pas grave. Et la deuxième, le 31 décembre 88. Et on fait d'ailleurs la première soirée avec IZB chez les Gopé à l'époque. Et 2 mois après, il y a le championnat de France. Et donc je me mets en mode, je veux DJ technique. Parce qu'un DJ, il doit être technique, il doit être vénère. Donc en 2 mois, je plie le truc. Et il y a un open DJ à Châtillon. Et puis, c'est la première fois où je ressens un truc très simple. Je suis dans la fosse avec les gens, tu vois. Et après, on s'inscrit. Puis après, ils t'appellent. Donc tu montes. Et je fais mon show. Et puis là, les gens ouf et tout. Et je fais, ah la dinguerie. J'étais en train de trembler, hein, j'étais pas bien. Hein, mais c'était une espèce de preview du championnat de France, genre une semaine après.
Et je fais mon truc et tout, et les gens gueulent, voilà. Je redescends dans le public, les gens, ouais, cool. J'avais trouvé ce nom Cut Killer en plus. Et je reviens genre 2 heures après pour récupérer mon matos. Et tu vois, Dynasty me fait, putain, c'est charmé et tout, ça fait combien de temps que t'es DJ? Moi, je lui dis 3 mois. Et là, il m'insulte, il fait, mais non, hey, arrête de te la raconter, s'il te plaît, c'est bon, dis-moi. Et je fais, non, mais je te jure, ça fait 3 mois que j'ai commencé. Il fait, bah vas-y, tu sais quoi, j'aime pas les mecs qui se la racontent, dégage. Ok. Ça a commencé comme ça, genre en mode désordre. Et j'ai fait effectivement des championnats. Et c'est comme ça qu'effectivement, je me suis mis en mode. Parce qu'à l'époque, le DJing en France, ou surtout même à Paris, si t'étais pas technique, t'étais pas reconnu comme un vrai DJ hip-hop. C'est pas comme aujourd'hui, tu peux être un DJ vite fait, mais en fait, à l'époque, Je trouve que c'est même pire que ça. C'est qu'à l'époque, un DJ, il avait toutes les palettes du DJing. Ouais. Un DJ hip-hop, c'est un mec qui était capable d'animer en soirée. Donc c'est un mec qui avait les disques aussi, un collectionneur. Et c'est un mec qui était capable, effectivement, de scratcher, de faire des passe-passe, de faire tout ça. Ouais, Alors qu'après, le DJing, c'est devenu très séparé. Tu as le turntablist, ce qu'ils appellent aujourd'hui, qui est un truc qui ne peut parler qu'au turntablist, parce que c'est, à la limite, c'est du bruit. Je me souviens des premières compétitions d'IMC où tu reconnaissais les disques quand même. C'est vrai. Il y avait du mix. Ouais. Tu vois, bon, là, c'est autre chose. Je dis pas que c'est pas fantastique ce qu'ils font, mais c'est autre chose, quoi. On va dire. C'est technique. Et tu as les DJ de soirée, dont certains qui n'ont jamais fait un scratch de leur vie. Exact, ouais. Mais à ton époque, en tout cas à cette époque-là, il fallait être complet. Il fallait être complet, parce que sinon, tu n'étais pas reconnu. Et on ne voulait pas être connu pour être connu, on voulait juste être reconnu pour le travail qu'on faisait. C'est ce qui a marqué ta différence avec les autres DJ, c'est que en fait, t'es vraiment arrivé, enfin Dynasty, enfin ton altercation avec Dynasty a montré que en fait, tu mettais une autre vitesse au niveau de l'apprentissage, de l'investissement dans ce domaine. Ouais. Et je me rappelle, c'est à peu près dans ces époques-là qu'on s'est rencontrés. Tu avais une pièce qui était carrément... La moitié de la pièce était dédiée à la musique, quoi. Bah oui, carrément. Tu dormais sur l'autre moitié et le reste, c'était que des disques et des mes platines. Frères, en mode désordre. Nous, on était passionnés. Pour nous, c'était un truc de fou d'être dedans, déjà. Et surtout qu'on avait juste une seule envie, c'est de trouver une passion qui nous mette en exergue notre vision à nous de la musique, parce qu'en vrai, on n'était pas reconnus, en fait, en vrai. Le monde du hip-hop, parce qu'aujourd'hui, c'est le monde du rap, mais à l'époque, c'était le hip-hop. Il y avait des disciplines, il y avait une vision, il y avait un mouvement culturel qui était vraiment Zulu Nation, parce que c'était une espèce de parallèle au hip-hop où, comme il y avait trop de violence, donc du coup, forcément, il fallait trouver un subterfuge, et le monde de la Zulu Nation mutait de... Disons que c'est une époque aussi où on avait une illusion, une utopie. Voilà, une utopie, exactement. Vous n'étiez pas résident d'établissement, donc il n'y avait pas d'entrée d'argent. Mais on voulait bien être résident, mais déjà, on ne rentrait pas en boîte. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait nos propres soirées, en vrai. C'était le principe de se dire, il faut qu'on existe, donc on faisait des bars, on faisait des endroits, on organisait nos propres soirées. C'est pour ça les premières MJC, les premiers endroits. Au départ, c'est ghetto, donc ça va avec la sécu. Donc si la sécu n'est pas là, ta soirée, en majeure partie, elle part en couille au bout de 2 heures. Et c'est pour ça que les gens disaient, faites attention, une soirée hip-hop, c'est ghetto. Ça t'a aussi amené à être plus qu'un DJ, limite une sorte de producteur. Enfin, aujourd'hui, on appelle ça des DJ Khaled ou autres. Mais tu as ouvert ta chambre, on peut appeler ça ton studio. Ouais. Justement, on va regarder un clip de quelqu'un qui t'a sûrement inspiré pour ce développement après, c'est Funkmaster Flex. Mais bien sûr, Flex, de ouf. On était justement en train de dire, avant d'être coupé par ce clip, que Eros parlait de producteur. Donc, en fait, à cette époque-là, beaucoup de DJ s'entraînaient, performaient un peu et espéraient peut-être entrer dans un groupe pour performer un peu plus longtemps. Toi, tu as carrément ouvert ta chambre, enfin ton studio, à une 50aine de rappeurs en France, de toute la France entière. Et t'as, on va dire, inauguré un peu le marché. Enfin, pas inauguré, t'étais dans les premiers à avoir... maquette, tu passes à la mixtape, À la mixtape, voilà. C'est ça. C'est grâce, tu vois, Funkmaster Flex, qu'on vient d'écouter. On part avec les ZB en 89, dans le sens où on se dit, on ne veut pas raconter l'histoire parce que ça va être très trop long. C'est une émission qui va faire 4 heures. Je vais faire un bouquin un jour, avec Cher. Un jour, je te jure, il écrit bien, lui. Et
j'arrive à New York et je vois que, en fait, il y a des murs de mixtapes, de DJ. En fait, les DJ se vendaient, entre parenthèses, d'une manière très simple. C'est, tu faisais des cassettes et tu vendais, en fait, ce que ça racontait. Ton expérience de clubbing ou de son particulier ou d'artiste et aussi de freestyle. Et je vois ça, je fais, wow, la dinguerie. J'arrive à Paris, moi, la première chose, je fais, je vais faire la même chose. Parce que tu fais des cassettes pour des potes, mais après, t'as l'autre qui veut une cassette, mais qui te dit, non, mais je veux pas la même, donc du coup, tu peux me faire d'autres mix. Donc, et puis tu dis, ouais, même à mes potes, je pourrais leur vendre. Ouais, je te jure, après, on fait ça. Surtout. Et donc, du coup, je fais ça, et surtout, je veux que ça soit différent du principe des autres DJ. Donc, du coup, je me dis, je vais introniser un peu de rap français. Parce qu'à l'époque, quand on passait du rap français en club, je te dis franchement, en live, ça marchait, mais en soirée, ils travaillaient comme ça, les gens. Genre, qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est du rap français. Non, mais dégage avec ton rap français. Et oublie. Le rap français, avant qu'il se mette en mode en soirée, il a fallu du temps. Il y avait déjà une culture de concert et de groupes, mais pas en club. Bref, et donc du coup, je me dis, ah ouais, je vais faire des mixtapes. Et de là, j'invite des artistes qui sont émergents dans la scène underground. Et c'est comme ça qu'effectivement, entre IAM, Lunatic, il y a plein de groupes comme ça. Et je me disais, j'ouvre aussi le principe de la freestyle, donc j'emmène plusieurs artistes. Et c'était chez WAM, avec ma mère qui faisait du couscous. Et c'était ambiance appartement. Le grand remplacement, les débuts. Ouais. Ces époques où, voilà, en fait, tu avais aussi un MC, on va dire, qui t'accompagnait, c'était quoi qu'il arrive, mon gars, quoi. C'était mon gars de base. Et ça reste toujours mon gars de base. Vous êtes connu pas seulement par le rap, quoi. Ouais, par le basket. C'était le basket. C'était le basket en mode désordre, tu joues au basket. C'est pour ça que tu me vois en apparition dans le premier film de Kassovitz, Métis, je joue au basket, en mode désordre. Et c'est là où il me propose justement de faire La haine, le film. Donc il me passe le scénar et déjà je fais, vas-y, j'en mets. Parce qu'effectivement, par rapport à ce qu'il disait Heroes, où avant, tu avais un DJ, t'avais un DJ un peu vedette en France centrale, c'était Dynasty, qui était... même s'il a commencé à faire aussi des prods, parce qu'il a commencé comme rappeur aussi. Ouais, aussi. Mais très tôt, toi, justement, avec l'influence des Quinry, tu passes dans le DJ vraiment multitâche, qui fait tout ce qu'un DJ peut faire, des mixtapes, DJ d'un rappeur, tu deviens tout. Et c'est là qu'on rentre en plus chez les Quinry. Et donc, toi, tu es le premier un peu à devenir un peu ça, le DJ un peu star, quoi. C'est-à-dire que le DJ ne devient pas juste le mec qui accompagne, ou qui pousse des disques en soirée. Le DJ devient une vedette en soi. Ouais, mais c'était une époque où, tu sais, rappelle-toi cette époque-là où on était le DJ 2, donc l'artiste devant, et au fur et à mesure, même dans les fin 90, on nous a poussé un petit peu dans un coin en disant « Ouais, mais on n'a pas besoin de DJ » ou alors « Ouais, on va faire notre truc ». Le DJ, il était au second plan. Scratcher. Ouais, limite, tu vois. Ou à la limite, il passait juste les instrus. Quoi. Exactement. Donc du coup, on s'est dit, ça c'est la génération même aux États-Unis, où on s'est dit, à travers les championnats, à travers le clubbing, le DJ va se mettre en avant et on va faire et on devient producteur. Quand je vois Funk Master Flex à New York la première fois, gros, je le voyais, j'allais dans son bureau, il avait 15 employés, il avait des flyers partout de street marketing, genre avec Mercedes, enfin des marques. Je fais, waouh, mais tu fais quoi en fait? Il m'explique et je fais, ah, mais c'est comme Puff Daddy, le street marketing, en fait, ils ont des street teams. J'arrive à Paris, la même. Je me dis, en tant que producteur, DJ, je veux faire ça parce que quand je fais mon premier DMC, je fais. Mais il y avait un problème. Tu ne pouvais pas avoir 15 employés alors que tu avais que 2 frères. Ouais, mais après, j'ai les employés, t'inquiète pas. Mais pour en revenir, excuse-moi, à East, parce qu'on a un petit peu dévié sur ça, sur le fait du ça va vite, les gars. rappeur avec un DJ attitré. Malgré le fait que tu aies bossé avec énormément de monde qui sont passés chez toi, ta concentration en tant que producteur pour être derrière un artiste, c'était que East. Ah ouais, c'était oui. Moi, j'ai fait... Tu peux expliquer peut-être un petit peu aux gens, parce que... Bien sûr, nous, ouais, mais... quand on se rencontre avec East, tout de suite on accroche et tout de suite on se met en mode. Il y avait Sofiane qui était aussi un pote qui produisait Original MC. Ton premier groupe? Mais mon premier groupe, c'était Cut Killer, gros, de ouf. Mais sauf que Stey, il voulait que ça soit toujours très technique et c'est pour ça qu'on enregistrait avec le petit matos des sons et à chaque fois qu'il trouvait ça pas bof, il dit efface. Je fais non mais je vais garder, non efface. Fait chier. Donc du coup, je vois que c'est un lyriciste. Le mec, il parle aussi anglais, donc il se débrouille bien, aussi bien en français qu'en anglais. Moi, j'étais fan. Je faisais, wow, le mec, il défonce de fou.
Et à chaque période, il est là. À un moment donné, David Guetta est DJ de Sydney, donc il fait la tournée Nation Rap. C'était dur, ça, quand même. Et Sydney m'appelle. C'est encore plus dur, c'est que lui, il l'a remplacé. Et Sydney, moi, j'ai remplacé. On est entre nous, Kat. Tu peux non, je te jure, c'est la vérité. Et Solar m'appelle et il me dit, ouais, Jimmy J peut pas, il est en train de faire des coups de session, tu peux faire la tournée de Solar. Je fais, ok, vas-y, je fais. Mais Stoï, il est pas loin, il est toujours là, tu vois. Et quand je suis avec Timide et sans complexe, il est là, mais on n'a pas encore de matos pour faire des trucs encore. Donc, mais on travaille, donc c'est cool. C'est pour ça que quand il y a les mixtapes, il est présent partout, tout le temps. Parce que c'était mon gars et quand on commençait, même sur Original MC, à un moment donné, il fait un featuring, mais personne ne le sait. Il a fait 4-5 dates avec nous. On regalait, parce qu'on était en train de faire des prods à ce moment-là, sur la tournée d'Original MC, de East et Cut Killer à ce moment-là. Et c'était une dinguerie. Et après, là, il y a l'accident, donc l'accident scooter, East décède. Et toi, ça te complète pas un peu en direction du Cut Killer Show en plus. En pleine production d'album prévu. En pleine production d'un EP, en pleine production aussi d'une direction, puisque IAM nous appelle pour faire un feat sur le prochain album qui va sortir à l'École du Micro d'Argent. C'est ce qui était spécifique à Stoï, enfin East, de son nom d'artiste, c'est que toi étant DJ qui invitait toute la France, comme on l'a dit tout à l'heure, il arrivait quand même à s'entendre avec tous les artistes que tu pouvais inviter et il était reconnu par... Avec Stoï, on était dans le marketing déjà. On savait qu'il était bon, on savait qu'il n'avait pas encore sorti de track et puis le fait de tous les rappeurs quand ils arrivaient, ils avaient Stoï et moi. Donc du coup, on se présente et ils voyaient « Ah ouais, c'est toi qui fais ça ?» Ouais, il va faire un feat avec nous. Et même quand il ne connaissait pas les artistes, il était là en mode genre « Ah, vas-y, fais... » Et puis dès qu'il commence à kicker, personne ne pouvait rien dire. On était d'accord. C'était pas le MC de Cut Killer qui voulait juste le poser, c'était que le mec de lui-même, il défonçait, donc ça passait. Il mettait un petit défi. Oui, gros, il était en pression de ouf, il mettait la pression de ouf. Donc du coup, c'est comme ça qu'on s'appelle. Il y a eu l'accident, malheureusement, et c'est comme ça que... Ça t'a donné une sorte de force pour décupler ton... Parce qu'effectivement, ça aurait pu te couper les pattes définitivement. Tu perds ton MC, tu perds ton projet de production vraiment personnel en même temps. Et ton tu perds ton ami, surtout. Ouais. Et bon, t'aurais pu être abattu. Et toi, au contraire, on a l'impression que t'as voulu... T'as presque enclenché la seconde pour honorer sa mémoire et en même temps... Mais parce qu'on était dans une dynamique. Masita, qui était sa copine à l'époque et qui, à un moment donné, était là, on s'est donné la force. Il y avait aussi notre ami, c'est la famille aussi, dans le sens où... on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y. Moi, j'étais en mode genre déter. Et j'ai dit, bah, tu sais quoi, mais en fait, il est parti, mais il est toujours là, en fait. Donc, il sera toujours là, quoi qu'il arrive. Et quand je fais mes projets, déjà dans la tête, je dis, il est impossible que le premier truc que je sors, ça soit pas lui. Donc, c'était ça la motivation. On était là. Pour nous, il était toujours là. Je regrettais à ce moment-là de ne pas avoir assez de matière pour pouvoir faire... comme aujourd'hui, un Gangstar est sorti avec le premier... Parce que là, tu sors c'est un hippie, Iswo, c'est un hippie. Ouais, c'est Et on le retrouve surtout, on le retrouve sur l'École du Micro d'Argent, sur l'Enfer. Ouais, sur l'Enfer, parce que Yam, Akhenaton m'appelle quand il me dit ça, dit on veut toujours le faire, est-ce que tu as des voix? Donc je lui donne tout ce que j'ai, et puis ils construisent le morceau à travers l'acapella qu'ils choisit. L'Enfer se fait de base par l'acapella, et après ils ont composé avec. Et c'est par rapport à ça que tu crées WH? À WH, on était déjà WH. En association, East et moi, on était déjà WH. C'est-à-dire qu'un jour, on se dit, parce quand on bosse sur les mixtapes, on se dit, qu'est-ce qu'on fait et tout. Viens, on se crée notre propre label. On vient de se faire tège par un petit label, bref. Et on se dit, on va faire notre propre label. Parce que nous, les mixtapes, on les avait déjà faites, mais on était en autoprod et on se disait qu'on allait faire notre label à nous. Et il écrit, on est tous les jours ensemble. Et un jour, il me fait « Sur mon WH, là, et je fais « Mais c'est quoi WH ?» Il me dit « C'est hip-hop. » Je dis « Putain, mais c'est ça. L'album, il va s'appeler comme ça. » Il me dit « Ah ouais, on va l'appeler comme ça, WH Production. » C'est lui qui trouve le nom. Et on s'est mis en assos à ce moment-là. Et c'est après que c'est devenu une société.
Et comment tu passes de ce projet label avec East, qui a avorté par la force des choses, à Double H, le collectif de DJ, où tu as pratiquement un peu tous les DJ au top du moment? Parce qu'à l'époque, il y avait aussi le principe de... Là, on arrive sur le 2000. Dès que je monte le label Double H, je suis sur une dynamique. Quand je fais des allers-retours à New York, je vois aussi les modèles économiques des DJ qui se disent « Venez, on crée des collectifs, venez, on se met en mode ». Mais Double H naît sur le principe que quand je rencontre Flex et DJ 9, qui fait partie du Flip Squad, c'était un groupe de New York, de DJ de Brooklyn. Le Big Dog Pitbull, c'est le crew de Funkmaster Flex. Et déjà, moi, je me mets avec le Flip Squad, mais je ne suis pas une partie intégrante. Et c'est que quand I9 me présente effectivement Flex, il me dit voilà, j'ai créé un crew de DJ, il y a un Européen qui s'appelle Tim Westwood, il est anglais et tout, et moi, j'ai envie que tu fasses partie du crew en international, parce qu'à ce moment-là, je l'avais fait venir à Paris et que gros, je faisais sa première partie, j'ai tout démonté, il a vu qui j'étais et il s'est dit ah non, lui, il faut l'avoir dans le crew. Et je fais partie du Big Dog Pitbull, et à ce moment-là, je monte mon double DJ crew. Et donc de là, j'appelle tous mes potes. Allez, vas-y, on fait un... Parce que pour nous, c'était la base. En équipe, on est plus fort qu'en individuel. Et je mettais même mon ego de côté en disant vas-y, je vais tout faire pour qu'en fait, on existe. Parce que c'est bizarre pour une discipline du hip-hop. Autant il y a une culture de la compétition. Toujours en compétition, même quand on est en groupe. Et toi, tu as été l'un des premiers à avoir annulé ça, c'est-à-dire que vous pouviez vous foutre la bourre au DMC et pourtant collaborer ensuite ensemble. Mais bien sûr, parce qu'on était mode de potes. Quoi qu'il arrive, dans ce milieu-là, on se connaît tous. Rare est le moment où tu vois un DJ qui est en mode dégueulasse, égocentrique au possible. Il y en avait 2, 3, vite fait, mais nous, à la base, on s'est dit... Tu as commencé à donner des noms tout à l'heure, vas-y. J'ai pas les blases, gros. Tu sais, je suis vieux, là, j'ai oublié. Oh, la double face. Voilà, il y a double face qui est arrivé. Double face. Double face est arrivé après DJ Abdel et Cut Killer, c'est un autre collectif. Mais la force, je trouvais, de Double H en tant que DJ, c'est que tu avais DJ dans des styles très différents. Tu avais des gens très, très différents. Ouais. Parce que tu avais des... Dynasty qui était le parrain, l'historique. Qui est malheureusement pas resté longtemps. On en parlera. Et tu avais des mecs comme Pawn qui étaient déjà des plus tentabilistes, un peu vénères. Non, le premier collectif, c'est pas ça. C'est Crazy B, LBR, Abdel, moi et Dynasty. Et Dynasty s'en va relativement vite parce qu'il ne trouve pas sa place, en fait. Et Dynasty, il avait déjà plus de 15 ans de carrière dans les pattes et se retrouver avec un petit jeune qui s'appelle Cut Killer, qui est partout, en fait. Et moi, j'étais tellement déter que pour moi, j'étais en mode et je voulais pas me mettre de l'ombre à Daniel. Je pense qu'il y a eu une passation de pouvoir qu'il a mal vécu, lui, à ce moment-là. Je pense qu'à un moment donné, à vouloir être trop avenant, je pense qu'il s'est dit non, mais c'est pas, en fait, non, c'est pas toi qui dois faire, c'est moi qui dois le faire. Mais en fait, comme je l'ai pas fait, du coup, j'ai pas envie d'être dans le crew. Et c'était relou, quoi. Mais bon, après. Mais ceci dit, malgré tout, il y avait quand même des DJ qui avaient des styles très différents. Complètement. C'était pas tous sur le même format. Parce qu'après, il y a eu QTB aussi. Alors, du coup. QTB qui était vraiment presque un musicien. Sur le 2.0, on se dit qui emmène qui. Et Crazy B emmène Lilian Damage et Damage emmène Pawn. Moi, j'amène QTB. Abdel emmène Mousse. Et en fait, on s'est dit, venez, on fait un plus gros collectif. Les jeunes, ils étaient encore plus techniques. Damage était un peu plus vieux, mais en même temps, il était aussi très underground. Donc, il avait une particularité, c'était vénère. Et Mousse était très technique. C'est comme ça qu'ils ont fait le collectif par la suite avec Crazy B et Mousse pour gagner des championnats du monde. Et nous, on était Double H, on était les premiers DJ qui avaient gagné les championnats. En fait, des ordres. Crazy B était le champion 6 fois d'affilée, incontesté de France. Crazy B, ancien DJ d'Alliance Ethnique. Exactement. Mais gros, c'est comme ça que j'ai arrêté, moi, le turntabliste. Et de Rhapsonic. Et de Rhapsonic par la suite. Et après, il faut qu'on fasse 2 émissions pour parler de tout ça. Puisqu'on parle de DJ, on s'écouterait pas un petit morceau de l'Assassin de la police, le fameux? Alors c'est pas Assassin de la police, parce qu'il y en a plein qui se sont dit c'est Assassine la police, ça n'a rien à voir. C'était un sample de KRS-One que j'avais pris, qui s'appelle As the Sound of the Police. Mais je préfère l'écouter que t'écouter en parler. Allez.
Comme on le disait tout à l'heure, ce passage dans la haine où tu mets tes enceintes, où tu scratches et tout ça, ça t'a donné une exposition. Et au bout d'un moment... Oui et non. Au bout d'un moment, tu es quand même devenu un DJ hip-hop, que le grand public arrivait à identifier. Tu es devenu un peu le David Guetta du hip-hop. Ouais, t'as vu? Mais avec sans cheveux. Et en fait, non. La particularité... Parce que c'est Snake qui est devenu David Guetta hip-hop. Et de la même façon que tu as déclassé entre guillemets Dynasty, DJ Snake est en train de te déclasser. Mais il m'a déclassé. Battez-vous. C'est la famille de fous. Bref. Non, tu sais que le passage dans la haine, c'était quand Mathieu m'appelle quand il me présente le scénar et qu'il me dit cette scène, à la base, il ne pensait pas à moi, il pensait à Clyde déjà. Mais bon, finalement, c'est tombé sur moi. Et quand on fait cette scène, c'est 2 jours à Chanteloup-les-Vignes où on dort là-bas en mode ghetto et tout, c'était charmé. Il avait une vision du truc avec un mini hélicoptère, parce que la scène, il a fallu 2 jours pour la filmer. On part sur ce principe-là. On fait la scène, bon, c'était juste un DJ qui met de manière emblématique les enceintes. En gros, la scène, celle-là, là, justement, où je fais un espèce de freestyle au début, et il me dit, genre 2 minutes avant, vas-y, tu peux pas faire un truc juste pour présenter. Je suis, mais gros, j'ai pas de vinyle, tu m'as dit juste qu'on faisait un playback, en fait. Et j'avais 2 vinyles d'Assassin. Et je fais, bon, ok, vas-y. Et je fais un truc, le truc de freestyle qu'on voit au début, c'est freestyle, quoi. Genre, j'ai fait un truc. Et puis, il me dit, s'il te plaît, ouais. T'es en train de me dire que si t'as vu le disque d'Original M6, ça aurait été ça? Ouais. Je trouve que c'est Assassin. Bref. D'accord. Et puis, quand je balance le morceau, pour l'instant, on n'a pas le morceau qu'on vient d'écouter. C'est au montage où on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et de là, on parle de cette scène qui est importante, finalement, dans le film, parce que c'est la seule scène hip-hop. L'autre scène hip-hop, c'est quand ça break, mais c'est Zap. C'est aussi un marqueur du film qui... Parce que lui, il voulait faire un film de street, de banlieue, mais sans rap dedans. Parce que sinon, c'était trop évident. La seule partie rap, c'était celle-là. Et donc, du coup, on trouve l'idée de se dire, il faut que ça soit populaire en même temps. Donc, moi, j'ai une idée, c'est une vision. Il me dit, ouais, il faudrait rajouter des icônes de la chanson française. Et... OK. Je rentre chez moi, qu'est-ce que je vais faire? En hip-hop, oui, mais mélanger, bref. Et j'ai plusieurs disques de mon père notamment, et lui il écoutait Claude François, Edith Piaf, enfin il y avait de tout. Et puis je sors ce truc d'Edith Piaf et j'entends non, rien de rien, je regrette rien. Et j'avais le disque d'Assassin, la justice nique sa mère, j'avais ce putain de morceau de NTM, Nique la police, je vais trouver un truc là. Et j'ai fait mon truc comme ça. Et quand le film sort, on est au Canada, je vais faire une scène, Mathieu est là-bas, il me dit « Ouais, tout, je fais l'avant-première. » C'est la première fois où je vois effectivement des gens qui se lèvent pour danser pendant le film. Je fais « Waouh, elle marche bien cette scène. » On revient en France, finalement le film sort, mais on entend parler de cette scène, mais pas encore. Cette scène-là devient mythique, je pense, au moment où ça sort en VHS. Parce que moi, pendant 2 ans, je m'entends parler de ce truc, mais pas plus, pas moins. C'est que quand j'arrive en Italie, je fais un jour un gig et je vois qu'ils ont mis des trucs de la haine partout parce que le film sortait à ce moment-là. Et genre emblématique Cut Killer. Je fais, waouh, la folie! Et c'est à ce moment-là où, quand je reviens en France, où la VHS était sortie, et là, on commence à parler de cette scène et on commence effectivement à me mettre dans un cadre genre... parce que je faisais les mixtapes, je commençais à faire des trucs de ouf. Le meilleur promo pour un DJ. Mais de ouf, j'avais une équipe de marketing avec mon petit frère, enfin, tu connais, hein, Cher. Je voulais être dans Get Busy, gros, il voulait pas. Non, mais après. Tu as été. Après. Non, mais il y a un moment où c'est vraiment parti dans tous les sens. Je suis trop fier d'être à Get Busy. Dans le sens où tout a raison de l'être. Il y a un moment où voilà, il y a eu street marketing, tu as sorti les compiles Cut Killer Show qui ont marché, il y a eu Opération Freestyle. Enfin, il y a un moment, ça a été la pente ascendante qui ne s'arrêtait plus. Alors, il y a eu, même dans comment ton image est perçue, au début, tu étais un outsider qui a gravi les échelons, qui a eu cette vision multi-format de ce qu'est un DJ, comme on se l'a dit tout à l'heure, copié sur le modèle américain. Ouais, exactement. Et d'un coup, tu deviens effectivement le DJ, mais presque trop prédominant. Et donc, ce que certains reprochaient à une époque à Dynasty, à l'époque du Globo, qu'il y en avait pour lui, toi, tu te retrouves dans cette position, mais à un autre niveau de médiatisation. Donc forcément, t'es le DJ presque aussi qu'on en a marre de voir partout. Ou que, complètement. Voilà, l'homme à abattre. L'homme à abattre, ouais, mais en même temps, en plus, il faut savoir qu'on était sur une configuration. Moi, je me disais, on était 10 ans en retard par rapport aux Américains. Et là-bas, les DJ, quand ils étaient mis en avant, regarde, Flex ou d'autres DJ, ils faisaient des clips. Nous, je demandais à faire un clip, gros, c'était une dinguerie. C'était compliqué. Donc déjà, pour moi, on était 10 ans en retard. Mais c'est pas grave.
au-delà de ça, quand j'arrive et je me mets en mode genre producteur, compositeur, patron, entrepreneur de street marketing, pour moi c'est normal, hein, mais pour les gens, genre, c'est trop. Et le pire dans tout ça, c'est on passe de Radio Nova à Skyrock, qui est une radio déjà à battre, mais bon, et on me traite de vendu parce que je commence à jouer des morceaux plus commerciaux. Je vais faire ça. Oui, justement. Des morceaux plus commerciaux. Mais moi, je me dis, mais en vrai, tu sais quoi, je suis en train de tourner, je fais des tournées de 60 dates en été, sur 60 jours, et je mets en avant cette musique dans des endroits où on n'écoute pas forcément ça. Donc si je peux passer des morceaux plus commerciaux et des morceaux moins commerciaux underground, même 15%, je mets une espèce de pierre à l'édifice parce que je mets cette musique dans un endroit où tu l'écoutes pas. Ouais, mais tu passes des morceaux trop commerciaux. Mais ça veut dire quoi, trop commerciaux? C'est des morceaux qu'on écoute à la radio. Ouais, mais en même temps, je mets des morceaux qui ne sont pas écoutés en radio. Ouais, mais bon, tu sais quoi, t'es trop commercial. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et pendant plus de 15 ans, on m'a traité de vendu. Et je l'ai dit, pas de problème. Mais en attendant, gros, je te dis, je suis en train de faire avancer les choses. En fait, t'es une bête curieuse du business, enfin de l'industrie musicale, c'est que t'as pas eu besoin des maisons de disques ou quoi que ce soit pour te forger un réseau. Tu t'es construit tout seul. Et ton carnet d'adresses, de relations avec les artistes, autant que les producteurs, DJ ou quoi que ce soit, t'avais strictement besoin de personne. Et je crois que c'est peut-être ça qui a créé cette antipathie, quoi. Ouais. Je pense que c'est plus simple que ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les places en haut sont restreintes, il n'y en a pas 36. Donc à partir du moment, tu en as 3, 4, et c'est une compétition aussi. Donc il y a Ça me dérangeait pas, moi. En fait, c'est les gens parlent beaucoup et c'était les prémices des réseaux sociaux et les gens qui sont aigris et... Ah, ça, j'aime pas les gens aigris, moi. Ouais, on parle de... Je suis comme Coachel, moi, j'aime pas les gens aigris. D'ailleurs, en parlant de ça, t'as eu, voilà, justement, à un moment, t'étais sur Skyrock, t'avais d'autres émissions concurrentes qui te tapaient un peu dessus. Joey Star, pour pas le nommer. Ouais, mais entre autres, mais c'était l'émission de Skyrock qui encore existe aujourd'hui. Même avec les audimètres que je fais aujourd'hui, je me dis, c'est chaud, je suis encore là, mais ils m'ont pas viré. Mais c'est drôle parce que les gens sont justement assez incultes d'une certaine manière de la musique. Gros, je finis Radio Nova, mon émission vendredi soir, et j'ouvre ma première émission le samedi à Skyrock. Donc, pour le principe de passation, je passe la même sélection que j'ai passée à Nova. Le samedi, la même sélection. Gros, 2 jours après, on me disait, de toute façon, t'as joué que de la merde, et c'était trop commercial. Et j'ai fait, bravo, ok, en fait, ça sert à rien. En fait, les gens, quoi qu'il arrive, tu peux pas... Mais ceci dit, là, t'en parles comme si, bon, c'est pas grave, t'en fous. Mais à l'époque où Joey t'allumait tout le temps la radio, t'en souffrais quand même. Alors, quand il m'allume à la radio, il faut savoir qu'on a un relationnel relativement intéressant. Je les vois, les DM. C'est la première fois que je discute avec eux, entre parenthèses. Ça se passe relativement bien, mais on n'est pas amis. Mais je suis en plein mes mixtapes et je sais qu'NTM, ils veulent pas se mélanger. De toute façon, c'est les seuls qui se mélangent pas. Quand on a fait le magazine Authentique, ils ont refusé une pub de toi. Oui, mais bien sûr, c'est normal. Voilà. C'est l'émission de la grande balance, là, on y va. Mais c'est normal. Non, mais c'est l'histoire. Mais parce que c'est ce qui faisait leur force. Ça construit le cut killer. Non, mais c'est ce qui faisait leur force. Même quand j'allais les voir, c'était au Bataclan d'ailleurs, un concert qu'ils avaient fait, et je vais voir Joey, je lui passe la canne mixtape d'Afro-Jazz, je fais « Ouais, t'as vu, j'ai fait ça, je me vendais, tu vois. » Et je dis « Tu veux pas faire un truc bah, t'as qu'à demander à Kouchen. » Et puis au bout d'1 heure, j'essaie d'avoir Kouchen, parce que c'est pas évident, et puis... Je le vois, il me dit, t'as qu'à voir Joey. Je fais, ouais, mais c'est bon, allez, c'est mort. C'est mort, c'est chaud. Pourra pas... Mais par la suite, si tu veux, j'évolue sur le principe où je me dis, je suis obligé de me travailler tout seul, donc j'avance. Et peu importe les décisions que je vais prendre, je ne vais pas faire l'unanimité, donc j'avance et on verra bien. Et c'est comme ça qu'effectivement, je monte plusieurs sociétés, moi je monte des labels, je découvre des DJ. Quand je vois Snake... Mais il faut que je me la raconte quand même, parce qu'à l'époque où Joey t'allumait tout le temps, un jour LBR, il me dit « Ouais, t'as vu, c'est pas cool pour Cut, tout ça. » Et donc moi, je vais dans l'émission à DJ et je lui explique « Qu'est-ce que t'as tapé sur Cut Killer alors que t'es chez Laurent Boulot, machin, fou la paix à Cut Killer. » Non, mais et comme à l'époque, DJ, il m'écoutait un petit peu, il me dit « Ouais, finalement, il t'a laissé tranquille. » Non, mais c'est Laisse-moi finir.
Et un mois, donc après, il arrête, c'est plus la guerre, tout ça, tout de suite. Machin. Et un mois après, il y a ton anniversaire au réservoir. Moi, je fais la queue comme un chien pendant une demi-heure dehors. J'arrive, je vais au bar, je paye ma conso. Et je vois Didier, il avait une table payée, il avait une table avec bouteille de champagne, ça. Et je me dis, c'est qui le pire de vous deux en vérité de cette histoire? Et je me dis, putain, j'aurais dû l'engrainer à t'insulter, j'aurais dû t'insulter moi aussi. Parce qu'en fait, la vraie histoire, c'est que j'explique dans mon DVD que j'avais fait à l'époque, c'est que, gros, on s'entendait bien, mais c'était pas mais on s'entendait bien. Sauf que la première émission qu'il fait, gros, il insulte des gens. Mais genre, c'est pas il insulte fils de pute enculé. Moi, la dinguerie. L'émission Jeudi jour de sodomie qu'ils avaient, ce qu'il y a BOSS. Et au bout d'une heure, il y a cette fameuse phase de hey, Cat Killer, imposteur. Ah, t'es bien là-bas. Je fais putain, j'étais vénère. Il m'a traité d'imposteur. Mais je réponds le samedi en scratch, et puis la semaine d'après, il lâche, il dit rien, et il redit au bout d'un moment, ah noir, imposteur. Et je fais, bon, comment je le prends? Parce qu'en fait, entre fils de pute, enculé de ta mère, c'est les autres qui l'insultaient, et moi, imposteur, je me dis, il y a de la bon, je m'en sors bien. Ça doit vouloir dire qu'il m'aime bien. Et je sais que Cher c'est mon avocat à ce moment-là, et je sais qu'il fait des trucs. Et on se voit, je pense, peut-être 4 mois après, d'un de mes managers qui me dit ouais tout, on fait une scène à Marseille et tout, mais par contre je te préviens à Radio Star et tout. Je fais quoi? On va arriver à l'aéroport, il sera là. Tu fais quoi? C'est quoi? Je fais mais c'est quoi? Ça va partir en couille. Gros, j'arrive à l'aéroport, je sais pas où je vais. Et arrivé à l'aéroport, il fait ah Noir, ça va ou quoi? Je fais ah bah ça va toi? Bien tranquille, on se check et tout. Et dans l'avion je dis mais pourquoi? Il me fait mais peu gros, je te dis imposteur parce que c'est la compète, c'est ça, hip-hop, non? Et je fais, ouais, mais bon, t'aurais pu prévenir. Je fais, ouais, mais bon, c'est ça. Et c'est comme ça qu'effectivement, on s'est reliés d'amitié d'une manière genre plus intéressante, parce que le soir même, on fait un freestyle, c'était le beach soccer. Et c'est là que tu commences à boire et à bédave et à faire c'est lui qui m'a dévergondé. J'ai commencé à boire, à fumer grâce à lui ou à cause de lui. Mais fumer plus à cause de 113, parce que je produisais 113 à cette époque-là aussi. Mais si on peut parler pendant 2 heures sur l'histoire. Justement, t'as un petit coup de 113 pour le premier. Ah, merci. C'est de fou. Ouais, de fou. Featuring Doudou Masta. Featuring Doudou Masta. Ouais, je rencontre 113 sur le principe avec DJ Mehdi, qui est un DJ qui est c'est la pierre angulaire de la Mafia Qu'un Free. Donc c'est Idéal J qu'on connaît avec Kerry James quand il est gamin, quand on fait Original MC. On voit plein de gens et tout, et avec Mehdi, on se dit tiens, on va faire une mixtape et tout avec les membres du 113. On était bien avec toutes les équipes, hein, et il me propose de faire un truc avec 113. Et au départ, j'écoutais, je fais c'est bien, mais c'est pas mal, mais il y a un truc, ils ont un truc particulier, je sais pas quoi penser en fait de. Et c'est pour ça qu'on dit je fais une mixtape avec eux. En faisant la mixtape, c'est là que je découvre en fait ces artistes où je me disais c'est bien, je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, ou il y avait un truc. Et en faisant la mixtape, j'ai dit c'est une dinguerie ça. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on se dit, vas-y, moi j'aimerais bien qu'on fasse un album ensemble, Mehdi, et il me dit 113, je fais, mais direct, autoroute. Ils avaient déjà sorti un album, ils avaient sorti ce maxi aussi, qui était une dinguerie, Doudou, et aussi un DJ, un artiste avec qui je travaille, donc du coup j'ai dit, vas-y, on peut faire un truc. Alors c'est marrant que tu expliques tout ça, parce que je trouve que c'est peut-être là où le seul truc où tu as loupé le coche, c'est la production réellement rap. Parce que tu as été... Voilà, tu as fait le premier truc avec 113, mais après 113 s'envole de leur côté, enfin sans toi en fait, quoi. Ils ne continuent pas avec toi. C'est pas prévu de continuer avec toi. Ouais, mais ceci dit, le cap que tu n'as jamais vraiment réussi, c'est celui de producteur. Producteur dans le sens, pas juste mettre les sous et sortir le disque, mais avoir tes compos à toi, un son à toi spécifique, on dit ça, c'est un son de Cut Killer. Ça, c'est le truc que tu n'as pas réussi. Non, j'ai pas réussi. C'est un grand regret ou... Ouais, c'est un grand regret parce que j'ai 6 tracks sur l'album de Fab. Parce que Fab est volontaire. Quand je signe son deal, je reprends un deal de Suisse chez Unique Records, et il veut que je fasse un album avec lui. Mais tu sais quoi?
Ouais, gros, je suis DJ, producteur, compositeur, mais j'ai pas le temps de tout faire en fait. Ça va trop vite. Et je regrette de ne pas avoir assez de temps pour produire. Limite, c'est dans la souffrance, la douleur à chaque fois. Parce que je ne peux pas me concentrer que sur un truc. D'où le fait qu'effectivement, si je dois faire avancer toute l'industrie, c'est d'une certaine manière, en sachant que j'ai plein d'employés, il faut que ça avance. Moi, où je me mets en prod, où je me mets en DJ, où je me mets en compositeur, mais je ne peux pas faire les trois. J'essaye, mais je ne peux pas y arriver. Là, on va un peu arriver vers la fin de l'émission, malheureusement, parce qu'on aurait pu continuer pendant des heures. Mais aujourd'hui, où t'en es un peu aujourd'hui? Parce qu'on a parlé de toute cette époque où vraiment c'est l'explosion, c'est la domination, c'est le succès, entre guillemets. Aujourd'hui, la musique a changé, le rap a changé. Elle a évolué pour moi. Oui, de toute façon, l'évolution, c'est un changement. Oui, mais le rôle du DJ a changé aussi et t'es plus aussi central que tu l'as été dans le temps. Ouais, normal. Comment ça se traduit? Comment toi tu le vis? Est-ce que c'est pas très grave? C'est pas grave du tout. Aujourd'hui, je tourne. Je fais à peu près 130 dates à l'année, ce qui me laisse beaucoup plus de temps de faire autre chose. À une époque, je travaillais aussi pour les autres. Donc je me suis fourvoyé dans des directions où je me disais, à force d'aider les autres, gros, je ne me suis pas aidé. Il y a un moment où même je me suis perdu parce que je faisais des trucs qui me correspondaient pas et j'ai changé de voie parce qu'à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi, c'est trop en fait. Je faisais des trucs super bien à l'étranger et en France, je faisais que de la merde. Quand je dis de la merde, c'est-à-dire que je commençais à me formater, à rester dans l'évolution du rap qui aujourd'hui est arrivé à un niveau où nous, on a connu ça, c'était pour vivre, survivre et exister. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, le rap, c'est on est là, on fait ce qu'on veut, et de toute façon, il n'y a pas de... C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, dans ton émission, tu ne reçois plus de rappeurs? Je ne reçois plus de rappeurs parce que il y a beaucoup de rap français que j'écoute et que j'aime bien, mais il y a beaucoup de rap français où, bro, c'est pas à la grille. Une rupture avec une rupture générationnelle? Ouais, parce que des fois, ils disent tout et n'importe quoi, mais pas que le rap français, le rap américain aussi. Aujourd'hui, c'est que des images, en fait. C'est des tableaux. Alors que nous, devenu vieux, c'est tout. Aussi, peut-être, mais il y a beaucoup d'artistes de la nouvelle génération qui sont très bien, des Nekfeu, même L'Homme Pâle ou Orelsan, j'aime bien la direction artistique, mais j'apprends à connaître des artistes comme Nino, il y en a plein en fait, qui sont bien, mais il y en a d'autres, gros, c'est une dinguerie, on est devenus vieux, mais eux sont jeunes et s'en battent les couilles de ce qui se passait avant. Il y en a qui ne connaissent pas même des artistes d'il y a 10 ans, et tu te dis... Bon, mais pourquoi? Parce que dans leurs textes, ils sont dans la génération de la clientèle qui, aujourd'hui, eux aussi, n'ont pas du tout envie de savoir ce qui s'est passé ou de s'intéressent pas à la politique ou du social. Ils s'en foutent complètement, mais ils ont raison. C'est ce qu'on a voulu il y a plus de 20 ans. Juste pour pouvoir dire aux gens, on existe, on n'a pas besoin de vous pour avancer, mais on est obligé quand même de faire du social pour vous faire comprendre qui on est. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. Et c'est la musique qui marche le plus en France. Quelque part... On a toujours voulu faire le hip-hop, que c'était un truc social, plus une revendication que la musique. Aujourd'hui, c'est une musique à part entière. Ouais, exactement. Tout ce qu'on veut. En parlant de social et en parlant de rap français, on va s'écouter un petit truc et puis on revient après. Ouais. Je sais ce que tu vas dire. Ouais, non, c'était Tony Parker, la fin du rap social. Quoi. Voilà, c'était un petit peu dur. Bande d'aigris, bah. Hein, en tout cas, Noël arrive. C'est un vrai millionnaire qui a fait des clips. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? On va parler de trucs intéressants, parce que Noël arrive et ça va être... Mais est-ce qu'il aurait pu faire un clip sans musique, par exemple? Enfin bon, bref. Noël arrive et ça va être le moment de faire sa liste, ou bien de dépenser intelligemment ses sous après Noël. Donc on va commencer avec une petite sélection de musique. DJ Low Cut. Voilà, Low Cut, producteur DJ français, qui avait fait un premier album qui s'appelait New York Minute, qu'il avait fait à New York, mais pas qu'avec des New-Yorkais. Ensuite, il avait fait un autre album qui s'appelait Dead End. Et là, cette fois-ci, c'est Stone Ride, qui est entièrement instrumental. Voilà, c'est un trip un petit peu... c'est un petit peu dark, c'est... dans des ambiances un petit peu fonce-dé, ça s'appelle Stone Ride, pardon. Bon, c'est visiblement, vu la pochette, ça devait être un trip à l'Orange Bud. Voilà, ça s'appelle DJ Low Cut, Stone Ride. Tu connais Cut? Ouais. C'est cadeau quand même, sauf si tu ne veux pas. Si. On reste toujours dans le hip-hop français avec un producteur français qu'on ne voit pas beaucoup, et pourtant, la discographie est pléthorique. C'est Kiyo Itachi. Kiyo Itachi, beatmaker, producteur français, qui fait des albums de producteurs
où il convoque plusieurs MC, ou bien il fait des albums, lui, avec un seul MC. Rusty Juxx, Black Poet, il a travaillé avec Vaster, de Compagnie Flow. Il a travaillé énormément avec Sean Price, également avec qui il y avait des morceaux avec Keith Murray, enfin voilà. Énorme. Il y a beaucoup d'albums. Il y a par exemple celui-là, il y a Rest in Power. Je l'ai pris à l'envers, pardon. Il y a Rest in Power. Il y a celui-là, Genkadima. Voilà, alors il a ces choses à lui. Il a aussi un groupe qui s'appelle A.K.A. Justice. Il a aussi un autre groupe qui s'appelle Ninjustice. Voilà, il y a vraiment des super albums. Shinigami Record, notamment, je conseille le Black Poet. De Most Dangerous, ou bien Météorite avec Rusty Juxx, qui sont vraiment mortels. Voilà, il a sorti aussi des trucs instrumentaux, enfin énormément de choses. Tu connais, Cut? Ah non, ça je connais pas. Eh ben, c'est cadeau aussi. Voilà. Charmé, mortel. Eros? Oui, moi c'est dans le graphisme. Alors c'est Break. Alors, juste préciser, on l'avait présenté vite fait l'autre fois dans l'émission avec Jean Gabin, mais comme vous m'avez coupé la parole, on a cassé leur promo, et ça mérite quand même qu'on en parle un peu mieux. Voilà. Oui, donc Break, une BD faite à 4 mains par deux grands graphistes et connaisseurs du hip-hop, on va dire. Ils se sont rencontrés sur un quai de gare et ont décidé de s'allier pour retracer l'histoire du hip-hop français à la base. Et leur éditeur n'a pas marché sur le projet. Il n'y a aucune boîte d'édition qui a voulu une BD sur l'histoire du hip-hop français. Donc ils se sont rabattus sur l'histoire complète du hip-hop, mais à sa naissance dans le Bronx, dans les années 70, sous la politique de Nixon, avec les problèmes et l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là. C'est quelque part un livre d'histoire, mais c'est une BD, donc c'est agréable, c'est facile, c'est vraiment... C'est dur d'expliquer souvent à certaines personnes les tenants et les aboutissements du départ de cette culture, et je trouve que c'est un bon outil pour ça. C'est une bonne entrée à la limite pour des gens qui connaissent déjà un peu, qui ont envie d'en savoir plus, ou... pour des jeunes qui ne connaissent pas le hip-hop, mais qui ne vont peut-être pas se taper un bouquin de 400 pages écrit en petit et sans images, quoi. Voilà. On finit avec Supreme NTM par Joey Starr et Cool Chain, enfin mise en musique par Olivier Cachin. Alors c'est le livre officiel de Supreme NTM, donc ça fait un petit peu Pravda, c'est un petit peu difficile. Le principe c'est qu'en fait Cool Chain fait 2-3 chapitres et puis Joey Starr, etc. Il en fait 2-3 aussi. Ça fait un peu réchauffer parce qu'on nous reparle encore du concert de Banlieue Bleue qui a dégénéré, de l'hôtesse de l'air, etc. Donc moi il y a des moments où j'ai l'impression de relire Mauvaise réputation de Joey Starr. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'en fait, il s'envoie des scuds par chapitre interposé. Et en fait, à la fin de tout ça, j'ai l'impression de deux mecs qui peuvent plus se supporter, mais qui sont encore ensemble 20 ans après. Ah bon. Pourquoi ? Parce que ça fait beaucoup plus d'argent maintenant. Voilà, c'est Je te dirais que la magie de NTM, ça c'est vrai, parce que c'est déjà comme ça en 98. Effectivement, au jour le jour, ils ont du mal, mais dès qu'ils arrivent sur scène, ça s'efface tout ça. Ouais. Et dès qu'ils sortent de scène, ça recommence. Hein. Mais c'est la magie de NTM, effectivement, dès qu'ils arrivent sur scène. Il y a des trucs un petit peu difficiles. Joey Starr qui envoie des scuds sur des mesquineries de Cool Chain. Cool Chain qui lui envoie des roquettes sur sa fainéantise et tout ça. Il y a quoi ? Je sais pas, ça me... Non, mais c'est un livre très instructif en dehors de ça, parce que... Mais c'est pour ceux qui ont envie de connaître NTM et qui adorent NTM depuis 10 ans. Alors moi, j'ai appris que je revendiquais d'avoir fait NTM, ce qui est complètement faux. Mais par contre, j'ai appris un truc super important, c'est que c'est vraiment Cool Chain qui a fait Get Busy. Je voulais lui rendre hommage, merci. KWO et les SHM. Il y a un truc qui est vrai dedans qui dit que t'es quand même un mec bizarre. Ah bien sûr. Voilà, c'était Get Busy saison 2, épisode 3, l'épisode de l'œil du tigre, avec Eros. Yes. Avec Cher. Ouais, et puis évidemment avec Cut Killer. Merci. Merci pour l'invite. C'était une émission présentée à 3, préparée à 5, avec Free Worker, l'agent disparu, David, l'agent inconnu. On passe le bonjour évidemment à Step Fresh News, l'agent Selector, à Calzone, l'agent VHS, et puis aussi évidemment à Samir et à Patrick. Voilà. Force. Et comme on ne change pas une équipe qui perd, on se retrouve le mois prochain pour l'épisode 4. On ne change pas une équipe qui perd avec autant de panache. Voilà.